Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Antoine. Salut! Bonjour, bonjour. Bonjour René. Alors on va attendre du coup quelques minutes tant que tout le monde se connecte. N'hésitez pas, bonjour René, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien. Comme d'habitude, sur le son et la vidéo est bien, on n'est jamais à l'abri. Il y a un petit problème technique, donc n'hésitez pas à nous confirmer que tout est OK de votre côté. Hello tout le monde, salut Rémi, salut Sylvain. On reconnaît des noms de clients Faro ici. Trop cool du coup en tout cas de faire ce webinaire ensemble aujourd'hui et du coup de le faire avec Antoine pour un peu introduire ce webinaire. Antoine, je vais te laisser du coup te présenter et nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu es légitime pour nous expliquer comment fonctionne l'ABM et notamment la segmentation B2B avec l'ABM. Ok, et ben moi pour le coup, pour ceux qui connaissent Hello Work, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en fait Hello Work aujourd'hui c'est le premier acteur français de l'emploi. Donc avec sa plateforme Hello Work est très connue du B2C, en tout cas pour ceux qui recherchent un emploi, etc. Mais en fait aussi, on est le premier acteur de la mise en relation entre candidats et recruteurs, et surtout en fait aussi dans la formation. Donc en fait, on a plein de plateformes, de sous-plateformes en fait. On va avoir Diplôméo, on va avoir la formation, on va avoir en fait, on est beaucoup dans la mise en relation, mais on a aussi un média qui s'appelle le blog du modérateur. Et on a aussi des solutions qui servent pour la cooptation, des choses comme ça. Donc en fait, Hello Work, c'est vraiment, nous, on est quasiment tous basés sur Rennes, et on est vraiment une solution qui est très française. Et moi là-dedans, et ben, du coup, je suis le gros marketeur de Hello Work. Et moi, ce que je vais m'occuper de faire, c'est pour justement l'ensemble de ces entités, donc que ce soit par exemple la solution qui est dédiée aux mairies, Smart Forum, la solution justement, comme je disais, du média pour les outils digitales, le blog du modérateur. Et ben moi, je vais m'occuper en fait de créer des campagnes, soit en ABM ou sinon créer des campagnes très personnalisées pour aider ces équipes-là en fait, à s'adresser à une cible en particulier ou, par exemple, développer leur chiffre d'affaires sur un secteur, etc., etc. Donc, du coup, en fait, ça fait à peu près 3 ans que je suis chez Hello Work. Et j'ai pu avoir pas mal de cas d'usage différents avec des cibles très différentes les unes des autres. Et donc, Ouais. l'ABM, qui est très important, en fait, en tout cas, pour ces cibles-là, parce que voilà, enfin, on a ce côté très global qui est Hello Work Emploi, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'adresse à vraiment plein d'entités d'entreprises très différentes les unes des autres, qui sont toutes plus ou moins difficiles à les contacter. Voilà. Ok, mais trop intéressant. Moi, pour me représenter rapidement, du coup, je suis Flavien, je suis lead chez Faro. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Faro, on est une plateforme de prospection B2B. On vous permet très facilement du coup, de créer des listes de prospection puissantes pour pouvoir ensuite les intégrer à votre CRM ou vos outils d'envoi pour faciliter toute la partie prospection, notamment campagne haute bande. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de ces webinaires-là, c'est ultra interactif. Il y a une petite partie questions-réponses qui sera à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra, on pourra du coup les afficher sur scène pour y répondre aussi. L'objectif, c'est de vous apporter le maximum de valeur et surtout que vous participez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il est 11h03, il y a pas mal de monde qui s'est connecté. On va pouvoir commencer du coup ce webinaire. Alors déjà, pourquoi aujourd'hui on voulait parler de l'ABM? Pourquoi l'ABM est-il pertinent? Déjà, pour la plupart du coup des solutions et la plupart des ventes, il y a beaucoup de complexité au niveau du parcours client, au niveau du parcours de vente. Maintenant, il faut beaucoup plus de touches, il faut avoir beaucoup plus de relance, beaucoup plus de personnalisation pour pouvoir atteindre du coup des clients et en tout cas déclencher de l'intérêt. Pourquoi cela? La prospection, notamment les campagnes d'outbound, voire même le cold call, s'est énormément développé ces dernières années. Les prospects sont de plus en plus sollicités. Donc, si on veut réussir du coup à capter ces prospects-là, il faut aller beaucoup plus loin que ce que l'on pouvait faire il y a 3 ou 4 ans. Ce qui enchaîne aussi du coup une montée des attentes en matière de personnalisation. Avant, avec un petit icebreaker et juste un nom, prénom, compagnie name, on était super fort en personnalisation. Aujourd'hui, c'est vraiment la base, tout le monde fait ça. Donc, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on va le voir que l'ABM est vraiment pertinent si on veut vraiment personnaliser ces campagnes de prospection et en tout cas toute son acquisition sur des comptes précis qui nous permettent d'aller plus loin et d'essayer de capter l'attention de comptes que sur des campagnes précises, on aura beaucoup plus de mal à le faire. Comment va se dérouler ce webinaire? Premièrement, du coup, on va comparer du coup, la segmentation B2B traditionnelle vs l'ABM. Quels sont du coup, les avantages de la segmentation traditionnelle? Quels sont les avantages de la segmentation ABM? Comment ça va se différencier? Ensuite, on ira directement dans le concret sur les fondamentaux de l'ABM. Comment commencer du coup une stratégie ABM? Comment la construire de A à Z?
Et puis ensuite, on ira dans la construction des campagnes ABM. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour les construire et avec des exemples concrets, notamment que Antoine utilise chez Hello Work et qu'il a pu réaliser pour que toujours mêler du coup la théorique avec la pratique. Du coup, première étape, la segmentation ABM vs la segmentation traditionnelle. Antoine, je te laisse la main. Alors, pour tous ceux qui ont déjà fait la segmentation traditionnelle, je vais vous le résumer un petit peu, mais en fait, là, on va prendre par exemple, on prend un exemple, on prend plein d'entreprises auxquelles on veut s'adresser, voilà, on sait que c'est nos potentiels clients, et la segmentation traditionnelle, ce serait de se dire, bon, voilà, parmi ces entreprises-là, moi, j'ai envie de m'adresser à tous ceux qui sont, par exemple, dans le BTP, voilà, par exemple. C'est un secteur d'activité, ça, c'est une segmentation tout à fait classique. On va aussi dire, bon, voilà, je veux des entreprises entre 50 et 100 salariés et qui se situent dans la région parisienne. Par exemple, elles ont aussi tout en commun le fait de recruter en ce moment. En fait, tout ça, cette segmentation traditionnelle, on s'adresse vraiment à l'entreprise en tant que telle. C'est vraiment l'entreprise de manière générale dans sa segmentation classique. Voilà, on s'adresse à un panel d'entreprises. La segmentation ABM, on va vraiment être un ciblage par compte avec une approche hyper ciblée. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, justement, parmi ces fameuses entreprises, voilà, j'ai déjà ciblé avec la segmentation traditionnelle, mais je vais aller beaucoup plus loin. Je vais me dire, parmi ces entreprises, voilà, est-ce que certaines d'entre elles ont suivi ce parcours? Est-ce que certaines d'entre elles ont suivi ce chemin? Ou est-ce que certaines d'entre elles, voilà, est-ce qu'elles ont un petit quelque chose en commun qui fait que je pourrais aller les cibler ou en tout cas aller les contacter de manière beaucoup plus pertinente? Voilà, de manière générale, un petit peu la différence entre l'un et l'autre. Après, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà. Donc, les limites en fait de la segmentation traditionnelle, elles sont variées parce que forcément, si on s'adresse à des profils d'entreprise, en fait, il y en avoir beaucoup, tout simplement. On se dit, bon, des entreprises qui travaillent dans le BTP, région parisienne, entre 50 et 100 salariés, il va peut-être y en avoir beaucoup. Donc, tout de suite, les audiences, elles vont prendre on va avoir des messages qui vont être très, très généralistes. Et surtout, on se base sur des critères d'entreprise. Et pourquoi l'impact est limité? C'est parce que justement, si on se focus sur ces impacts ces critères d'entreprise, bien en fait, on va complètement oublier l'humain. Donc, quand on va aller s'adresser aux personnes qui sont dans ces entreprises, en fait, vous doutez bien que voilà, bonjour, j'ai vu que vous êtes une entreprise dans le BTP. Est-ce que ça vous dirait qu'on discute? Il n'y a pas d'impact réel, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de raison pour laquelle on le contacte. C'est juste parce que en fait, c'est une cible qui nous intéresse. Et moi, par exemple, en fait, il y a un critère qu'on trouvait, en tout cas dans cette segmentation, que nous était très important pour nous, c'est la différence entre franchise et siège. Parce que forcément, une franchise, si elle a un fonctionnement qui est, par exemple, elle peut acheter elle-même ses solutions dans le recrutement, elle peut faire ce genre de choses, et bien du coup, de manière générale, dans la segmentation traditionnelle, nous, on aurait séparé les franchises et les sièges, alors qu'en réalité, les personnes qui vont les composer, même si elles ont un arbre décisionnel qui est complètement différent l'une de l'autre, donc forcément, nous, on doit les segmenter. Et en réalité, le message sera quasiment le même que de l'une ou l'autre. Donc du coup, en fait, c'est un impact très limité, cette segmentation traditionnelle. Ça peut fonctionner sur des secteurs qui sont très, très précis, mais de manière générale, en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, en tout cas, plus très bien pour aller contacter toutes ces personnes. Alors oui, j'ai oublié un petit peu le truc sur le côté, là, il y avait un petit screenshot. Mais en fait, oui, par exemple, sur Faro, on peut cibler les entreprises, justement, comme on disait, par là, on a le type développement de logiciels qui se situe en Île-de-France, etc. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Mais comme je disais, l'impact sera beaucoup moins élevé, étant donné que le message ne sera pas présent. Enfin, il n'y aura pas un truc très intéressant. Ouais, pour redire, du coup, en fait, il y a deux types de segmentation. La segmentation traditionnelle est quand même très intéressante à mettre en place, mais en fait, on aura plein de typologies d'entreprises quand même différentes, qui ont différents enjeux, qui ont différents produits, même en ciblant. Et là, on le voit du coup sur ce graphique-là, pourquoi l'ABM en fait peut répondre à ces problématiques de segmentation. Si on va aller beaucoup plus loin, c'est parce que tout simplement, sur l'ABM, on va vraiment se concentrer sur des comptes spécifiques et utiliser une approche ultra personnalisée. Concrètement, on va avoir 10, 20, 30, maximum 40 comptes que l'on va prioriser, que l'on va contacter du coup sur le prochain quarter ou sur notre mois de prospection. Et comme le montre ce graphique-là, plus on va aller du coup, plus on va baisser le nombre de comptes que l'on contacte, plus la personnalisation va augmenter. Première étape, du coup, ce qu'on appelle du coup la prospection one-to-many. Donc, je vais avoir une liste de 400 personnes. Bien entendu, sur une liste de 400 personnes, je vais avoir différentes typologies d'entreprises, même si c'est un secteur d'activité précis. Donc, mon degré de personnalisation, mon pourcentage de personnalisation sera automatiquement assez faible parce que je ne peux pas passer du coup, être très précis sur un panel de 500 personnes et personnaliser sur un panel de 500 personnes vraiment de façon efficiente, à part si je fais vraiment des icebreakers personnalisés, mais à ce moment-là, c'est une campagne qui me prend des semaines et des semaines. Et
personne ne fait ça. Deuxième possibilité, ça va être du coup ce qu'on appelle le one-to-few. Donc là, on va aller du coup un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir des listes de 100, 150 personnes. Là, du coup, le degré de personnalisation va augmenter parce qu'on aura plus de précision sur notre segmentation. On aura par exemple des entreprises qui utilisent HubSpot, des entreprises du coup qui recrutent un poste en particulier. Donc là, ça va être intéressant, mais on ne pourra pas être dans l'hyper-personnalisation non plus. Et du coup, on a la dernière, du coup, ce qu'on appelle le one-to-one. Du coup, c'est vraiment le principe de l'ABM, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur un nombre de comptes très restreint, de 10 à 40 comptes, et sur lesquels on va vraiment ultra personnaliser. On le verra juste après, on crée du contenu spécifique, etc. Mais ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'être super pertinent quand on contacte la personne parce que on a vraiment fait des efforts pour pouvoir du coup s'adresser à la bonne personne, lui apporter du contenu pertinent et en tout cas se renseigner et connaître au maximum l'entreprise que l'on va prospecter. Concrètement, quels sont les différents avantages du coup de la segmentation ABM comparé à la segmentation classique? Déjà, on a un impact qui est très élevé grâce à la personnalisation. Sur l'exemple que je monte à côté, on a des entreprises du coup qui vont pas forcément se ressembler, mais du coup on a des head of marketing, des responsables marketing du coup de différentes entreprises. C'est les comptes cibles que je vais cibler. Et en fait, ces comptes cibles là, je vais tout simplement les lister. On va voir comment créer, mais par aussi les comptes avec lesquels j'ai envie de travailler. Ou alors j'analyse mes clients, je regarde du coup quels sont mes meilleurs clients et je vais reproduire le ciblage. Je vais en choisir 20, 30 avec qui j'ai vraiment envie de travailler. C'est vraiment ça. C'est un peu comme, moi j'aime bien le dire à la segmentation ABM, comme une liste de cadeaux de Noël. Mais des fois, il faut aussi dire quelle entreprise je rêverais travailler, je voudrais travailler. Ok, j'en liste 20, 30, 40 et je peux faire du coup une segmentation aussi comme ça par cible. Ce qui va permettre aussi la segmentation ABM, c'est d'avoir un alignement parfait entre marketing et sales. On va multiplier les points de touche, on va parler du coup à plusieurs prospects au sein de l'entreprise, on va vraiment faire des rendus détaillés sur chaque compte. Donc, on est obligé de vraiment travailler main dans la main parce que nous, on va faire une première campagne, mais derrière, les sales ont souvent beaucoup de travail aussi pour décrocher le rendez-vous. Donc, ça permet vraiment aussi de travailler sur des comptes clés via de la collaboration qui est très intéressante. Et ça permet aussi un meilleur suivi des performances. Pourquoi? Parce que c'est des comptes avec des campagnes avec très peu de comptes, 30 à 40. Donc, on va être beaucoup plus précis, on va regarder beaucoup mieux ce qui se fait et on va pouvoir réagir beaucoup plus vite aussi et ajuster parce que c'est des comptes sur lesquels on va vraiment bien suivre. Et en fait, alors là, pour vous donner un petit exemple, justement, par rapport à ce que vient de dire Flavien, je tiens à revenir un petit peu sur quelque chose, mais en fait, la question de l'ABM, en fait, il est ultra pertinent quand on va agir avec une entreprise qui a une population, enfin en tout cas une cible qui est très restreinte. Si par exemple demain vous êtes une entreprise de la cybersécurité qui s'adresse que aux entreprises de, je sais pas, de 50 à 250 salariés dans un domaine très précis de la cybersécurité, je ne sais pas, par exemple, en fait, vous avez un nombre de cibles potentielles qui est très réduit. Donc, en fait, l'ABM, il est très intéressant dans ce genre de situation parce que forcément, vous n'allez pas cramer toutes vos cartes tout de suite. Vous n'allez pas envoyer un mailing à l'ensemble de ces entreprises sans aucune distinction les unes des autres. Et surtout, si chaque cible a un potentiel de vous apporter un grand nombre de chiffres d'affaires, du coup, il y a tout intérêt à le peaufiner, à faire quelque chose de très qualitatif pour aller les contacter. Donc, pas cramer ses cartes tout de suite en envoyant du mailing, en envoyant du public-postage de manière complètement indifférenciée. Et là, on a un exemple, du coup, c'est l'exemple du blog du modérateur, qui s'adresse du coup à un média, qui s'adresse du coup aux acteurs du digital, donc tout ce qui est outils, etc. Et bien là, l'exemple, c'était lequel? On s'est dit, bon, voilà, les outils du digital, on peut les trouver sur le web. De toute manière, on peut les trouver sur le web de manière générale. On peut se dire, bon, voilà, il suffit d'aller sur Product Hunt, etc., pour aller les chercher. Mais le problème, c'est que si on les contacte tous de cette manière-là, ça ne va pas forcément très, très bien fonctionner. Et donc, complètement, là, je vois Linda, et tu vas voir, je vais revenir là-dessus. Et en fait, justement, on avait cette équipe commerciale du coup du BDM qui, franchement, on n'avait pas se casser les dents du coup à aller chercher tous les acteurs du digital un par un de manière non personnalisée, etc., leur envoyer des trucs. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, voilà, tous ces acteurs-là, eh bien, on sait que quand ils arrivent en phase entre guillemets de maturité, quand ils participent à des événements physiques sur lesquels ils vont avoir un stand, etc. Et on se dit, à partir de ce moment-là, on sait qu'ils vont avoir un budget dans lequel ils vont mettre, ils vont mettre de l'argent pour pouvoir être présents, pour pouvoir être visibles, pour pouvoir être présents à ces forums. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, le Paris Retail Week, le Marketing Day, Web Today, etc. Donc on sait que s'ils sont présents à ces événements-là, en fait, ils ont mis de l'argent et du coup, potentiellement, un média, ça pourra les intéresser d'avoir un article, etc., etc. Donc là, on s'est dit, bon, voilà, on s'adresse plutôt, donc l'impact élevé grâce à la personnalisation, on va s'adresser aux responsables de communication, aux responsables marketing qui étaient présents le jour même de l'événement. Donc là, en fait, on va aller chercher, on va demander soit la liste des participants directement à l'événement, soit du coup, on va aller chercher
grâce à LinkedIn, etc., toutes les personnes qui ont repost par rapport à tout ça. Donc là, on va se dire, bon, voilà, on va aller chercher ceux qui étaient là dans le contexte précis. Et là, le discours, il va être tout bêtement tout fait, en fait. Enfin, il va être fait de manière très simple. C'est bonjour, on a vu que vous avez participé à tel événement. Nous, on était présents ou pas présents, hein, peu importe ce jour-là, on aurait aimé être là, ou voilà, peu importe. Là, on a un message, on a quelque chose à leur dire. Et donc, du coup, là, les ventes, enfin, le commerce, il aura du grain à moudre. C'est-à-dire qu'il pourra tout de suite commencer sa discussion avec ce genre d'icebreaker de salut, j'ai vu que vous avez participé à telle chose, vous avez déjà vu que vous y étiez, malheureusement, je ne pouvais pas y être, etc. Donc là, il y a un vrai discours qui peut être aligné entre le marketing et la vente. Et donc, du coup, le discours est tout trouvé, comme je disais. Et on peut du coup utiliser de l'automatisation, donc par exemple des outils comme la grosse machine, l'Emlist, etc., ou Alaxi, etc., pour pouvoir aller contacter de manière automatisée toutes ces personnes-là, mais avec un icebreaker et en tout cas avec une segmentation qui sera ultra précise. Parce que, voilà, je sais pas, il y avait 100 outils qui étaient participants, on peut tous aller contacter les responsables communication, etc., qui ne sont pas forcément difficiles à trouver. Avec des outils comme Faro, c'est tout à fait, c'est très simple. On va les contacter de manière automatisée avec ce truc. Et le suivi des performances, il va être super simple parce qu'en fait, grâce à ces outils d'automatisation ou tout simplement le retour de ces campagnes de mailing, des choses comme ça, en fait, on aura, on saura que on a contacté toutes les personnes qui ont participé à tel événement, on a tant de pourcents de taux de réponse, certains d'entre eux sont devenus clients, certains d'entre eux ont eu des RDV, etc., etc. Donc voilà, c'est l'exemple, le blog du modérateur qui s'attaque du coup aux événements du web. Yes, très, très bon exemple. Du coup, maintenant, on va vraiment aller dans le concret. Comment on ferait, du coup, si on créerait une stratégie ABM de A à Z, par où commencer, comment la articuler? Alors, première étape, du coup, quels sont les grands principes de l'ABM? Antoine, si tu peux nous expliquer, toi, comment tu le travailles et comment tu pourrais l'expliquer? Comme je disais, du coup, avec l'exemple du blog de modérateur, c'est extrêmement important de se dire, les entreprises à cibler, c'est ça. Voilà, on se dit, là, demain, j'ai envie de cibler, je ne sais pas, tiens, les Darty, en France qui sont non franchisés. Donc là, je me dis, j'ai envie de les cibler. Donc là, maintenant, il faut que je sache où est-ce qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Donc, est-ce que je peux pouvoir les trouver sur des événements digitales? Est-ce que je vais pouvoir les trouver sur des groupes? Est-ce qu'elles ont des endroits sur lesquels elles peuvent prendre la parole? Est-ce que des fois, elles se regroupent? Donc, en fait, je vais essayer de m'habituer, en fait, de connaître toutes leurs habitudes pour pouvoir trouver le meilleur endroit sur lequel je vais pouvoir les atteindre. Parce que forcément, à chaque cible, on aura des canaux différents pour aller les contacter. Donc, que font-elles? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Je sais qu'il y a certaines cibles qui sont présentes sur des groupes Facebook, certaines cibles qui sont présentes sur des blogs, des choses comme ça. Et ensuite, quand on va aller, donc on a fait cette segmentation traditionnelle, plutôt classique, on s'est dit, leurs habitudes. Et donc, du coup, à l'intérieur de toutes ces habitudes, on va pouvoir aller chercher de la data. Donc, tous ceux qui étaient présents sur tel événement, tous ceux qui sont présents sur tel groupe. Et donc, du coup, là, on va pouvoir sortir de la data, moi j'appelle ça de la data contextualisée. C'est de la data qu'on a pris avec un sens particulier, avec un intent. Voilà, j'ai récupéré toutes les personnes qui font partie de ma cible, qui ont participé au festival, au festival de musique, peu importe. Et j'ai récupéré du coup cette chose-là. Et ce qui est bien, c'est que là, du coup, la data que j'ai récupérée, c'est une data qui est contextualisée. Donc, il y a un icebreaker déjà tout trouvé pour les équipes commerciales, les équipes marketing, etc. derrière. Parce que la data, elle a un sens. Ça fait partie de mes cibles, mais là, la segmentation, elle est beaucoup plus précise. Donc, toute la data, elle a un sens. Et donc, du coup, à partir de là, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir nurturer pour générer de nouvelles opportunités. Soit je vais pouvoir créer du contenu qui sera spécifique, du coup, à cette étape-là. Les gens, grâce à cette data contextualisée, je vais pouvoir me dire, ces gens-là, peut-être, sont intéressés par telle problématique. Donc, je vais pouvoir faire de la ressource. Je vais pouvoir être là au bon moment. Par exemple, juste à la suite de l'événement, je vais pouvoir les contacter. Par exemple, là, je ne sais pas, peu importe, mais je vais pouvoir être là, en tout cas, au bon moment, parce que j'aurais bien analysé toutes ces étapes, identifié, engagé, et puis nurturer. Très intéressant. Du coup, concrètement, comment on va créer, du coup, c'est la première étape, du coup, ces comptes cibles. Comment on va choisir les comptes avec lesquels on veut travailler, lesquels on va, du coup, segmenter, lesquels on va prospecter pendant les prochains mois. Première étape, nous, qu'on aime bien faire, c'est vraiment de regarder, du coup, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ce qui est important, nous, quand on fait de la prospection comme ça et quand on veut développer sur des gros comptes, c'est de dire, OK, avec qui on a envie de travailler et surtout, quelle typologie d'entreprise je veux signer sur ces 3 prochains mois. Ça peut être, je ne sais pas, je vais me développer sur l'entreprise du BTP, je vais me développer sur le cabinet d'avocats. Un exemple concret avec Faro, nous, c'est actuellement, du coup, on va se développer, du coup, pas mal, du coup, les agences de prospection.
Notre objectif, c'est vraiment du coup de développer des agences de prospection qui sont des bons clients parce qu'ils ont souvent beaucoup de clients qui gèrent, etc., qui sont très intéressants pour nous, qui valorisent pas mal le produit. Donc, on veut se développer ça. OK, ça, c'est notre objectif stratégique. À partir de ce moment-là, je vais regarder du coup la taille de compte qui m'intéresse. Est-ce que tous les comptes vont m'intéresser, oui ou non? Moi, ça va être les agences du coup qui ont au minimum plus de 6 personnes parce qu'il faut qu'elles gèrent un minimum de clients pour pouvoir me rapporter du coup un nombre de licences. Et surtout, on a des plans spécifiques pour les agences de prospection qui sont à minimum 10 clients par mois. Donc, il faut que ce soit des agences qui soient de taille assez élevée. Donc, OK, je veux cibler les agences de prospection de minimum 6 salariés du coup pour qu'elles aient assez de chiffre d'affaires et assez de clients à gérer en même temps. Et ensuite, je vais établir le potentiel de rentabilité. Combien me rapporte une agence? Mais je connais le MRR des différentes agences du coup que j'ai signées. Du coup, en fonction des 30 ou 40 comptes que je vais cibler et de leur taille, je vais pouvoir dire, OK, quel potentiel de rentabilité, quel est le MRR que je veux me rapporter au bout de cette campagne ABM. Donc, il faut se donner des objectifs très précis. J'en contacte 40, je vais en signer 10. Sur les 10, quelle est la taille moyenne? Quel est le potentiel de rentabilité que ça m'a rapporté? OK, du coup, je veux tant de MRR au bout de cette campagne ABM. Ça, c'est très important du coup de fonctionner comme ça. Objectif stratégique, une taille de code minimum. Pourquoi? Parce que l'ABM, ça va prendre plus de temps. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'ABM sur des petits comptes qui ne vont pas vous rapporter beaucoup. Vous allez vraiment vous épuiser. C'est vraiment important que vous ayez un potentiel de rentabilité élevé et du coup, calculer qu'est-ce que ça va rapporter clairement pour pouvoir du coup avoir des objectifs chiffrés et dire est-ce qu'on a réussi ou pas la stratégie ABM sur les prochains mois. Comment du coup choisir ces comptes cibles, comment récupérer la donnée? De façon très simple. Bon, moi c'est celle que j'utilise le plus et que je vous conseille du coup, c'est vous pouvez commencer du coup à utiliser Faro. Donc sur Faro, vous allez pouvoir faire du coup des comptes, notamment grâce à la possibilité de ciblage par entreprise. Vous pouvez choisir du coup très facilement du coup une liste de 30, 40, 50 entreprises sur lesquelles vous pouvez vous consacrer sur les prochains mois. Et ensuite du coup choisir les personas au sein de ces entreprises. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien entendu aussi faire du web scraping, faire de l'enrichissement avec différentes sources de données. Un exemple, vous voulez des data du coup sur le trafic exact du coup du site web d'une entreprise. Vous souhaitez du coup aller récupérer des intents sur des salons, etc. Comme l'a expliqué Antoine. Vous pouvez toujours ajouter du coup de la data contextualisée à la data Faro qui va être très intéressant du coup d'avoir des intents par exemple en croissance, plus ils ont participé à un salon. Plus vous avez du coup d'informations sur la VM, plus ça serait intéressant. L'enrichissement, bien entendu, c'est de l'ABM. On va multiplier les points de touche pour essayer du coup d'obtenir un rendez-vous avec notre compte cible, notre entreprise cible. Donc, il faut souvent faire du multicanal, email, LinkedIn, téléphone. Donc là, vous pouvez le faire directement auprès de Faro et des différents enrichisseurs comme Better Contact, Full Enrich et Casper que l'on a notamment. Du coup, comment construire des campagnes ABM efficaces? La campagne, elle va se construire vraiment un peu comme une campagne classique, sauf que la première étape, c'est pas on crée une liste de prospection, c'est on crée une liste de comptes. Je crée ma liste de comptes d'abord, que je fais moi tout simplement sur une liste d'entreprises sur Faro. OK, j'ai mes 40 comptes cibles. Ensuite, je vais aller chercher mes personas. Et là-dessus, sur les personas, vous pouvez aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un persona par entreprise. Vous pouvez en sélectionner 3, 4, 5 différents du coup par entreprise. Et en fait, avancer la campagne comme ça. OK, je lance ma première campagne avec le CEO. Et pour les comptes sur lesquels je n'aurai pas de résultats, je vais aller chercher le Head of Sales ou je vais aller chercher le CMO. Et ensuite, du coup, enchaîner comme ça et aller chercher un contact après l'autre pour maximiser le résultat. Donc, d'abord, liste de comptes. Ensuite, je vais chercher mes différents personnages que je souhaite contacter. Ensuite, je lance la campagne. Et ensuite, j'analyse les KPI et j'itère du coup sur ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Et notamment, ce qui fonctionne bien, comme je vous l'ai dit, c'est que tous ceux sur lesquels on n'a pas de résultat sur la première campagne, on va chercher un autre personnage à l'entreprise pour relancer sur une campagne un peu différente et essayer du coup d'attirer l'attention. Pour la liste de comptes, donc comme je l'ai dit, ça se fait de façon très simple. Je définis des objectifs clairs, je segmente du coup d'abord les comptes cibles, ensuite je cible les personas. Mais voilà, c'est vraiment très important d'avoir cette stratégie, d'abord entreprise, ensuite persona pour l'ABM. C'est vraiment tout ce qui fera la réussite. Si vous allez d'abord chercher les personas et ensuite vous dites je veux ces entreprises-là, ça ne fonctionnera pas. Pour les dates de la personnalisation, ouais. Ouais, et je vois en plus là, il y a une question de Benjamin Pernel. Faro permet-il de récupérer des listes d'entreprises qui ont participé à un événement donné ou bien je récupère la liste des participants sur le site web de l'organisateur et de l'événement et je les ajoute manuellement un à Faro? Très bonne question, Benjamin. Du coup, vous ne pouvez pas directement depuis Faro aller regarder du coup, les participations à un salon, etc. Mais ce qui se fait très bien, je pourrais le partager, on a notamment fait un webinaire dessus, c'est que vous pouvez aller scraper du coup, les participants à un salon. Il y a des extensions, par exemple, comme Instant Data Scrapper qui permet très facilement de scraper du coup, la liste des participants à un salon ou en tout cas des exposants, par exemple. Ensuite, vous avez un fichier sous forme de CSV
et vous n'avez pas de le faire un à un, c'est-à-dire que vous pouvez, il y a une fonctionnalité sur Faro qui s'appelle l'import de fichiers, et vous pouvez directement du coup importer le fichier, vous allez récupérer des company names ou des URL de site, et l'importer dans Faro, et Faro va automatiquement du coup vous les récupérer. Ensuite, vous pouvez resegmenter par persona, puis l'enrichir, etc. Mais pas besoin de le faire manuellement, vous pouvez récupérer une liste de comptes et ensuite l'insérer dans Faro grâce à l'import de fichiers. Je te laisse du coup avancer sur la personnalisation des messages. Il y a pas mal de messages, on va continuer et on va les prendre au fur et à mesure. Ok. Concernant du coup la personnalisation des messages du contenu, donc du coup créer des messages, des offres spécifiques pour chaque segment, donc ça c'est extrêmement important. Et ce qu'on disait, c'est le contenu spécifique, c'est-à-dire que si jamais notre cible elle vaut le coup, c'est-à-dire s'il y a un budget, si voilà, on sait que chaque client va nous reverter un certain nombre de chiffres d'affaires, et ben en fait on va pouvoir créer du contenu spécifique, donc des articles de blog. Ça peut très bien être par exemple, je suis déjà client avec telle entreprise, ça s'est très très bien passé. Et je sais que le reste des autres franchisés qui sont aussi dans le même cas de figure, eh ben, je sais que ça pourrait les intéresser d'avoir un cas d'usage, en fait, comment ça s'appelle, un témoignage client. Donc, par exemple, eh ben, telle entreprise fait un témoignage client et en fait, comme ça, je vais pouvoir l'envoyer à toutes les autres. Du coup, pour leur dire, bah voilà, la collaboration avec machin, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et est-ce que ça vous dirait qu'on en discute? Et donc, du coup, souvent, ça permet de faire des choses. Pareil, tout ce qui est landing page, vidéo personnalisée, c'est extrêmement important, voilà, d'avoir du contenu, en tout cas, si la cible en vaut le coup. Ouais, Voilà. et clairement, du coup, pour rebondir là-dessus, cette phase de personnalisation, elle est très importante dans une stratégie ABM. Moi, si je reprends par exemple le cas des agences de prospection, ok, avant de lancer ma stratégie, mais je vais m'assurer que j'ai un ou deux ou trois articles différents qui disent comment du coup prospecter facilement quand il y a une agence de prospection, 5 astuces quand il y a une agence de prospection, créer une landing page où je vais avoir du coup ma tarification spécifique, où je vais avoir les payes aux agences, que quand tu cliques sur le lien, ça arrive directement, du coup, c'est un truc spécifique. Et des vidéos aussi au sein de ma campagne où je vais dire salut Antoine, je sais que tu es une agence de prospection, on a créé une solution pour vous aider à faire ça, etc. Vraiment, du coup, avoir tout le contenu spécifique à cette campagne ABM, ça va être très important parce que sinon, vous n'aurez jamais les résultats escomptés. C'est vraiment l'ultra personnalisation et les contenus qui sont spécifiques à la campagne qui vont faire la réussite. Et puis, alors là, pour rebondir du coup sur ce que disait du coup Geoffroy, donc pour une stratégie ABM efficace, un des piliers, c'est de trouver un contexte. Bah, en fait, oui, c'est toujours l'idée, c'est de se parce qu'on a cette cible-là de manière générale, voilà, on a la cible des TPE, PME, enfin peu importe, on a une cible de manière générale, donc avec la segmentation classique, on l'a trouvé, cette cible. En fait, c'est justement de trouver des choses qui séparent toute cette cible en plusieurs autres petits points. Bah, par exemple, l'entreprise qui a fait la levée de fonds. En fait, on n'est pas obligé de se baser en fait, on doit trouver un contexte, mais c'est pas sans événement, c'est pas impossible. C'est juste que en fait, on va se concentrer sur des choses qui seront un peu moins forcément pertinentes. Donc, par exemple, en ce moment, ils sont en train de recruter. Ça va être des événements dans la plupart des cas, mais il y a plein de manières de le faire. Ils sont présents sur tel truc, ils ont liké un post. Il y a vraiment plein de possibilités en fait pour aller segmenter tout ça. Et, Ouais. et voilà, dans le pire des cas, comme je disais, on peut utiliser les témoignages clients d'autres entreprises qui sont un peu dans le même secteur qu'eux. Enfin, on peut vraiment rebondir, en fait. Mais l'idée, c'est d'utiliser un truc qui se raccroche à vraiment cette cible-là. Enfin, vraiment très important. Ouais, donc clairement, et du coup, pour mettre ce que je dis, et Geoffroy, du coup, pas obligatoirement du coup d'avoir un événement et data contextualisée, ça va vous aider pour personnaliser vos messages, etc. Mais vous pouvez le faire, comme l'a dit Antoine, avec autre chose. Par exemple, nous, sur l'agence de prospection, on a regardé du coup les outils qu'ils utilisaient sur leur annonce d'emploi, on avait regardé les postings LinkedIn, s'ils avaient liké un outil plus qu'un autre, pour dire, ok, j'ai vu que tu utilisais Sales Navigator, etc. Et du coup, c'est pas forcément participation à un emploi. La stratégie ABM, c'est vraiment une liste de comptes. Après, la data contextualisée va vraiment vous aider pour, du coup, rentrer en contact avec eux et justifier votre approche et les resegmenter. Mais elle n'est pas obligatoire pour une stratégie ABM. Après, ce qui va être intéressant, du coup, ça va être de choisir les bons canaux parce que, Antoine va nous le montrer, sur chaque stratégie et différents personnages, on n'a pas du tout les mêmes canaux. Ouais. Donc là, c'est très important de toujours bien choisir le bon canal pour contacter la bonne personne. Après, du coup, on va reparler là, de ces questions RGPD, etc. C'est vrai que là, par contre, pour l'approche ABM, on parle vraiment de B2B. On ne va pas s'adresser de la même manière comme ça. Alors, on pourrait le faire hein, théoriquement si on est une entreprise dans le B2C, s'adresser dans le type ABM, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais là, vraiment, on part sur du B2B et sur de la donnée qui est tout le temps accessible online. Voilà, on va pas aller sur des données qui sont confidentielles, etc. Et on va tout le temps utiliser des canaux sur lesquels, en fait, on a, en tout cas, si possible, l'autorisation de la personne. On va plutôt, par exemple, aller contacter sur du LinkedIn. On va plutôt aller faire des contacts par mail si c'est des données qui sont accessibles online, des choses comme ça.
Et oui, pour le coup, il y a Phantom Buster, il y a pas mal d'outils, hein. Il y a Instant Data Scraper, il y a Folks, enfin, il y en a tous les côtés. Et donc, là, pour ça, ce que je vous disais, c'est que s'adapter aux habitudes de chaque cible, ça va nous permettre de pouvoir savoir vers quel canal on va pouvoir s'orienter. Donc là, ici, on a le mail, le LinkedIn, le téléphone, ce qui est ads et publi postage. Donc ça, c'est quelques exemples que je vous ai donnés. Et là, du coup, je vais vous montrer sur des cas spécifiques. Là, par exemple, imaginons notre cible, c'est de contacter les mairies. Contacter les mairies, là, si on s'habitue, en fait, si on essaie de comprendre un peu comment est-ce qu'ils vont fonctionner, on va pouvoir tout de suite faire la part des choses sur est-ce qu'il y a des canaux qui seront bons à prendre, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne seront pas bons à prendre. Eh bien, là, par exemple, envoyer des mails, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que la plupart des mails qu'on va avoir, eh ben, c'est des mails justement qui sont accessibles online. Ça va être des mails type contact@mairie.com. Là, on peut essayer, mais forcément, il faut être très précis. Et c'est là l'idée de l'ABM, c'est qu'il faut être très précis sur son icebreaker. Pourquoi est-ce qu'on vient contacter la personne? Et la data, il faut qu'elle soit contextualisée, parce que si on vient à un contexte général, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc déjà, pour passer le barrage du mail généraliste, déjà, il faut y aller. Le contact par LinkedIn, 35 000 mairies en France. Des dernières choses que j'avais faites, c'est qu'il y en avait, il y en avait à peu près un tiers, si ce n'est pas un quart maximum des maires qui ont un LinkedIn. Parce que les petites mairies, souvent, ce n'est pas des choses qui les intéressent. Et le téléphone, lui, peut être une bonne idée, parce que forcément, ils ont une ligne téléphonique qui est ouverte. Mais après, justement, là, l'idée justement de l'ABM est très importante, c'est qu'il faut les contacter avec un contexte, avec quelque chose qui soit ancré dans le temps, quelque chose qui soit précis. Parce que sinon, le commercial lui-même aura du mal à passer le barrage de la secrétaire. À ce moment-là, quand il va appeler la mairie, ça va être compliqué si jamais il n'a pas un contexte, un truc intéressant, en tout cas tout de suite à activer. L'ADS, on peut oublier, parce que trop compliqué à cibler, et puis même justement, comme je disais, pas forcément des cibles très digitales. Le public postage, on peut tenter le coup. Pas forcément toujours la meilleure solution, parce que forcément les mairies, ils en reçoivent beaucoup. Mais comme je disais, en fait, avec un contexte, ça peut être intéressant. Quand je parlais de contexte, par exemple, la data est disponible sur l'Association des maires de France, l'annuaire des maires, le salon des maires, et un canal spécial, avec un événement spécial, ça pourrait très bien être le salon des maires. Se dire, voilà, est-ce que d'ailleurs mon entreprise, est-ce que ça vaut pas le coup que je sois présent au salon des maires? Parce que cette cible-là est très importante pour moi. Ou sinon, est-ce que je pourrais pas me dire, est-ce que je vais pas utiliser l'événement, le salon des maires, qui va regrouper un peu toutes les mairies de France, pour aller contacter les maires derrière, pour leur dire, voilà, je vous ai croisé, non, je vous ai pas croisé, etc. D'utiliser ça, voilà. Il y en a plein d'autres, des exemples, mais ça, c'est un exemple, du coup, pour les maires. Après, du coup, un autre exemple, hein, j'en fais comme ça un petit peu au hasard, il y en a certains comme les maires, etc., que j'ai déjà pu étudier. Mais là, par exemple, la même chose pour le recrutement. Le recrutement, aujourd'hui, les personnes qui sont dans des profils qui sont intéressants, en tout cas pour nous, ils se font constamment contacter. C'est difficile de se différencier de la masse. Si vraiment c'est très important pour nous d'aller recruter certains profils, par exemple, on peut se dire, tiens, tel profil qui m'intéresse, il passe systématiquement par la case forcément école. Et le top profil, on va dire, ceux qui nous intéressent le plus, passe par participant à un concours. Et là, on peut se dire quoi? On peut se dire, peut-être que là, ça vaut le coup, scraper ou non, mais que j'aille chercher du coup les participants, enfin en tout cas les gens qui ont réussi un concours, voilà, un concours d'art oratoire ou peu importe. Je vais aller les chercher et eux, ça vaudra le coup que, par exemple, là, les canaux qui seront à privilégier, ça va être du mail, si c'est du mail qui est accessible, ou du mail de manière générale. Là, je peux aller chercher du LinkedIn, si jamais ils ont du LinkedIn. Je peux, plus compliqué, les numéros de téléphone, là, comme on parlait de RGPD, là, pour le coup, c'est des données qui sont plutôt sensibles. À moins que ce soit des données qui soient données spécifiquement pour permettre aux candidats de pouvoir décrocher de l'emploi, etc. Mais c'est plutôt rare. De l'ADS, je ne pense pas que ce soit la peine, à moins que ce soit un très très gros volume. Et du public postage non plus, un peu plus complexe. Là, on parle de la donnée sensible, on ne parle pas de données d'entreprise comme adresse d'entreprise, etc. On parle vraiment d'une donnée candidate, donc une personne. Là, la data, elle va être dispo où? Elle va être dispo sur des listes de résultats officiels, donc vous voulez chercher à la main, ou voilà, sur LinkedIn, tout simplement. La personne, elle va mettre sa certification. Par exemple, souvent, ça arrive que les gens ils publient, fassent une publication. Tiens, je viens d'avoir ma certification, etc. Vous pouvez vous en servir pour rebondir, en fait, à ce moment-là, pour dire, bravo, je vous félicite, mettre un commentaire, et puis après, du coup, vous allez le contacter. Et puis, avoir un canal très spécial que vous pouvez utiliser, c'est directement auprès des écoles. C'est faire en sorte d'être présent avec l'organisateur,
par exemple, très bien être partenaire de l'événement. Et comme ça, en fait, pouvoir avoir accès à la liste en avant-première, c'est ce que font en fait des grosses entreprises souvent quand ils sont partenaires avec des événements, en tout cas des concours, c'est qu'ils espèrent que derrière, certaines personnes deviennent candidates pour leur entreprise. Donc voilà, ça c'était un petit exemple pour le choix des bons canaux. Il y en a plein d'autres, hein, forcément. Et là, ce qui est bien avec tout ça, c'est que vu qu'on a un contexte qui est précis, forcément, on peut faire des choses à la mano, hein. Là, les cibles, elles sont forcément réduites, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on peut utiliser de l'automatisation, hein. Comme je vous ai dit, on peut utiliser de la grosse machine, on peut utiliser des outils comme ça, de multicanal, parce que justement, on les contacte de différentes manières. Donc, il peut y avoir des utilisations d'automatisation multicanal comme la grosse machine ou l'Axi, etc., etc. Et donc là, on va pouvoir faire des KPI, se dire, voilà, les objectifs que j'avais définis en amont, c'était je voulais de la réponse, je voulais un nombre de rendez-vous, etc. Donc ça, on va pouvoir le suivre de manière assez simple avec ça. Par exemple, des tags dans Salesforce qui permettent de se dire, voilà, toutes les personnes font partie de telle campagne. Et là, la chose qui sera intéressante, c'est que vu qu'on est sur un panel qui sera réduit, on peut faire de l'A/B testing, on peut faire des choses comme ça. Par exemple, en fait, je vais envoyer 2 campagnes en simultané sur, par exemple, la moitié de l'audience que j'avais prévue. Je sépare tout en 2. Et par exemple, je regarde si un message va fonctionner plutôt qu'un autre. Voilà. Et là, je regarde, tiens, ce truc-là a fonctionné à plus de 10% que par rapport à l'autre taux de réponse. Voilà, je vais ajuster. Et en fait, comme ça, on peut constamment ajuster et rendre sa campagne de plus en plus pertinente, surtout que l'ABM, dans un sens, vraiment, on est sur des cibles qui sont à haute valeur, en tout cas pour nous. Donc, ça vaut le coup, en fait, d'optimiser. Ça vaut le coup, à ce moment-là, d'optimiser. Ça vaut le coup de peaufiner tout ça. Voilà un petit peu. Ouais. Clairement, on avait une question de Maxime là-dessus, qui était très intéressante. N'est-ce pas compliqué d'apporter l'ultra-personnalisation dans les messages, mais en même temps, d'automatiser les points de contact? Alors, en fait, pas forcément, Maxime. En fait, comme je l'ai dit, le plus important, en fait, au niveau de l'ABM, c'est de vraiment préparer en amont la campagne. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser et personnaliser. Un exemple très précis, par exemple, sur les campagnes, sur les agences de prospection, OK, avant de lancer la campagne, je vais créer tout le contenu. Je vais créer les vidéos, je vais créer les articles de blog, je vais créer du coup les témoignages. Au niveau des vidéos, le plus simple à faire, c'est de faire des vidéos, ce qu'on appelle semi-personnalisées, c'est-à-dire, je ne vais pas dire le nom, prénom de la personne, je vais dire « Hello, j'ai vu que tu avais une agence de prospection, etc. » Je parle comme si je m'adressais directement à la personne, mais en restant un petit peu large pour pouvoir vraiment être précis, mais sans non plus refaire la vidéo à chaque fois ou utiliser des IA pour personnaliser la vidéo. C'est aussi faisable de ce côté-là. Au niveau des personnalisations, en fait, le plus important, ça va être du coup le contexte sur le premier message. C'est souvent là-dessus, on essaie d'essayer d'apporter plus de valeur. Et ensuite, ça va être des touches de personnalisation. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, moi, dans le cas qu'ils utilisent cet outil, qu'ils utilisent ce CRM, ou qu'ils ont X et Y comme clients, je vais les insérer dans mon message. Dans mon premier message, je vais parler du coup des outils qu'ils utilisent et leur dire du coup si vous souhaiterez du coup échanger là-dessus ou tester Faro. Dans le deuxième message, je vais dire je sais que vous travaillez avec X clients, avec Faro, vous pouvez faire du coup la liste en 3 clics sur leur cible de DRH. Voici comment le faire avec cette vidéo où je te souhaite. Troisième message, vous avez intégré un témoignage qui est intéressant pour eux. Donc, c'est vraiment du coup la préparation de la campagne qui va vous permettre ensuite d'insérer les bonnes variables au bon moment, le bon contenu au bon moment. Donc, et bien sûr, ça, on le fait de façon automatisée et pas à la main. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là. Autre chose aussi au niveau des canaux de communication, si vous avez vraiment un gros panier moyen, que vous pouvez consacrer du coup du budget pour des comptes spécifiques, vous pouvez même aller plus loin. Du coup, on parlait de l'envoi de lettres, il y a des solutions comme Manuscrit qui permet d'envoyer des lettres ultra personnalisées. Vous avez aussi des solutions, comme Jeudi Merci ou comme ça, où ça envoie des cadeaux personnalisés aussi à vos prospects. Et ça, bien entendu, ça a des résultats qui sont très intéressants parce que c'est vraiment ultra personnalisé. C'est plus cher, mais par contre, si vous avez derrière des gros paniers moyens, on peut aussi le faire sur des stratégies ABM comme ça, sur des comptes spécifiques. Oui, et puis en plus, alors si je veux creuser vraiment le sujet, c'est que moi, il m'est arrivé du coup de travailler pour des entreprises en freelance, et j'avais une entreprise comme ça où c'était difficile d'avoir justement ce côté ABM, c'était difficile de pouvoir le trouver. Et franchement, il y a un truc qui fonctionnait plutôt pas mal, c'est comme disait du coup Flavien, c'est on parlait du concurrent en direct, et en fait, ça avait plutôt bien fonctionné parce que on parlait à vraiment beaucoup d'entreprises. Là, on parlait plus d'un millier d'entreprises, etc. Mais en fait, du coup, on a séparé toutes les entreprises par type de compte. Donc, on s'est dit, voilà, ça c'est une entreprise dans le technique, ça c'est une entreprise de machin. Puis après, on s'est dit, voilà, tous nos clients c'est nanana. Bien sûr, on a demandé leur accord, mais on a dit, est-ce qu'on peut vous utiliser pour pouvoir parler à la prochaine entreprise? Parce que c'est des entreprises qui avaient vraiment beaucoup de mal à faire confiance à une entreprise qui ne travaille pas déjà dans le secteur. Donc, du coup, là,
Eh bien, en fait, c'était assez simple. On a automatisé, donc du coup, Canal, la grosse machine, avec comme variable le nom de l'entreprise. Et dans notre fichier Excel, eh ben, on a accroché le nom de l'entreprise qu'on souhaite cibler, avec de l'autre côté le nom de l'entreprise avec lequel on est déjà client, qui est dans le même secteur. Et donc, du coup, comme ça, bah, en fait, on n'avait plus qu'à dérouler. Et là, le message, il était automatisé, il était personnalisé. Et pour le coup, on s'adressait vraiment à plein de segments différents. Donc là, pour le coup, c'était de l'ultra-personnalisation, mais à grande échelle. Et aujourd'hui, bon, avec des solutions comme ChatGPT, des choses comme ça, vous pouvez faire encore plus de choses. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourrait en parler des heures, des heures, des heures, parce que c'est vraiment très intéressant ce qui se passe, en tout cas de ce côté-là. Ouais, il y a un très bon point de Benjamin qui dit: «Je pensais que la BM, c'est développer une stratégie spécifique, à une entreprise, mais si je comprends bien, c'est plutôt l'outbound classique, un peu mieux filtré, un peu plus précis, permettant de mieux personnaliser». Alors, vous avez tout à fait raison, Benjamin. De base, la BM, c'est un compte. C'est une stratégie pour un seul compte. Sauf que, en fait, ça dépend vraiment de votre entreprise, mais souvent, on va en fait un peu changer la définition de base pour l'adresser à 20, 30, 40 comptes, parce que sinon, c'est vraiment, en fait, très compliqué d'avoir un retour sur investissement si sauf si on a un très, très gros panier moyen, mais sinon de passer autant de temps sur un seul compte. Donc en fait, on va avoir des typologies de comptes qui se ressemblent, sur lesquels on va ultra personnaliser, mais on va en mettre 20, 30 ou 40 plutôt qu'un seul. Où là, ça dépend vraiment du marché aussi, mais sinon, c'est plus compliqué d'avoir du retour sur investissement par rapport au temps consacré, aux efforts, etc. Mais sur la base, vous avez raison, c'est un compte, une stratégie. Oui, oui, complètement. Oui, oui, bah, par exemple, parfois, nous arrivait de faire des landing pages qui sont spécifiques à un seul client. Après, bon, il y a le cas, comme disait Flavien, des vidéos ultra personnalisées qui sont modifiables avec des templates. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles de faire, hein, faire du one-to-one, mais dans l'idée, si on peut le reproduire un petit peu pour la vingtaine ou la trentaine de comptes qui sont autour, bah, en fait, c'est encore mieux parce que bah, on a fait du travail, on n'a pas fait du travail que pour un seul compte, on a fait pour plusieurs, quoi. Ouais. Donc, On a encore une question, René. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être attaqué par un non-respect des règles RGPD? Alors, vous pouvez juste en dire un peu plus, mais en fait, pour vous réexpliquer, notamment René, au niveau des RGPD, justement, en faisant de la BM, vous avez encore moins de risques. Tout ça. Au niveau des RGPD sur le B2B, quelles sont les règles du coup en France? C'est qu'en fait, vous pouvez contacter du coup des personnes sur leur contact pro, email ou téléphone pro. Si vous, en fait, il y a de l'intérêt à les contacter, si le service ou le produit que vous proposez peut être intéressant pour l'entreprise. Donc, bien entendu, il y a des règles d'usage à respecter, de ne pas envoyer trop d'emails, d'espacer les emails, de ne pas insister, etc., d'avoir des emails qui soient courts, qui soient intéressants. Mais tant que vous avez un service ou un produit qui peut être intéressant pour votre prospect et que vous utilisez uniquement les contacts pro, il n'y a pas de souci particulier dessus. Et sur de l'ABM, logiquement, vous êtes ultra personnalisé. Donc la personne vraiment que vous avez contactée, vous savez que vous pouvez répondre à vos besoins, vous faites de la personnalisation pour lui, des vidéos, des articles pour lui. Donc il y a encore plus d'intérêt en fait à le contacter que si vous faites de la prospection de masse, où là, niveau RGPD, si vous faites des contacts pro, il n'y aura pas de souci. Mais sur l'éthique, bon, c'est pas super. Ouais, et puis là, je vois le message là, du coup, de Linda. Oui, pour le coup, en fait, on n'a pas trop parlé de ça, mais en fait, dans l'idée, on les contacte avec un contexte. Donc, en fait, on a ciblé notre segmentation classique, on l'a ciblé en tout petits morceaux qui ont des contextes précis les uns avec les autres. Et après, bah, en fait, oui, il faut utiliser les pain points, donc tous les points de douleur. Et là, en fait, le combo gagnant, c'est les deux. C'est je vous contacte pour une raison précise, mais je sais que vous avez en ce moment tel problème. Et là, en fait, on est sur le combo gagnant parce que bah, forcément, les enjeux, bah, en fait, si on s'adresse avec les bons enjeux à bonne entreprise. Et c'est ça qui est bien aussi avec la BM, c'est que vu qu'on s'adresse à peu de personnes, c'est qu'on les connaît mieux, on connaît leurs habitudes, on connaît la problématique auxquelles ils peuvent faire face. Et potentiellement, bah, justement, comme on disait tout à l'heure, c'est que l'exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille déjà et qu'on a pu aider, bah, en fait, on a résolu leurs problèmes, donc potentiellement, on pourrait résoudre le vôtre. Et donc, il y a plein de manières de faire. Mais oui, 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 complètement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, sinon on a encore quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, franchement, merci beaucoup du coup Antoine pour ce webinaire très intéressant. Si les participants veulent te contacter pour te poser quelques questions, quel est le meilleur canal pour toi pour te contacter? Et ben, le mieux, c'est sur LinkedIn. Alors, attendez, je vais prendre hop, le petit lien de LinkedIn là. Ok. Et je vais vous envoyer ça. Et puis sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, franchement, vous n'hésitez pas à me contacter. Même, je pourrais vous conseiller quelques solutions par-ci, par-là. Et dans l'idée aussi, si vous souhaitez recruter, bah, n'hésitez pas. Hello Work, c'est plutôt une très très bonne solution. Alors, je prêche Ouais, pour ma paroisse, mais pour le coup, on est franco-français. En plus, on est très, très présent sur le territoire. Franchement, n'hésitez pas. tout à fait. N'hésitez pas.
Et puis pour les stratégies ABM, ceux qui n'utilisent pas Faro, vous pouvez tester Faro pendant 15 jours. C'est vraiment très adapté. On a plein d'entreprises du coup qui utilisent Faro du coup pour leur stratégie ABM. Et en tout cas, merci à tous du coup pour ce live. Ben, on continue du coup sur 2024. Alors, on est live dans 2 semaines. On va parler du coup de l'enrichissement notamment en cascade avec Full Enrich. On aura un live du coup qui est dédié à ça sur les stratégies de prospection B2B en 2024 et comment on enrichit en cascade. Donc ben, rendez-vous du coup dans 2 semaines pour ceux qui voudront. Et sinon, ben, on souhaite tous une bonne après-midi. Puis encore merci Antoine. Bah, merci à toi, Flavien, de m'avoir accueilli. Et puis, bah ouais, Full and Reach, bon sujet, ça, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup ce qu'ils Ouais. font. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et oui, bah, pour toutes les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à aller m'ajouter sur LinkedIn et puis on peut discuter. Il n'y a pas de souci. Pas de Et souci. bonne journée à tous et puis bonne prospection surtout. Oui. Ciao, ciao.